Rucher de Crosne, petite visite quotidienne. On va voir d'un petit peu loin ce qui se passe. Donc c'est rituel. Est-ce qu'il y a des frelons en bas des ruches qui mettent la pression sur les colonies? Si la réponse est non, je considère que le rucher est protégé. On le voit, hein. Il n'y a rien, aucun frelon en vol stationnaire. Deuxième petite vérification presque rituelle, c'est de regarder s'il y a des frelons captifs dans les boîtes. L'idée, c'est que s'il n'y en a pas, on peut peut-être avoir envie de vérifier si les boîtes sont bien étanches. Hop. Première boîte, c'est celle qui capture le plus, c'est celle qui a le cône carré à manufacturer, vide. Deuxième boîte, vide. Là on commence à se demander si on n'aurait pas la furtivité, hein. Boîte suivante, vide. Vide, vide, vide. Il n'y a pas un seul frelon captif capturé aujourd'hui. Donc ça laisse penser que peut-être que le rucher est furtif. Donc un concept qu'on a inventé. C'est l'idée que... Ah si, il y en a un là, il y a un frelon ici. Un frelon capturé ici de belle taille, hein. Vraiment ils sont impressionnants les frelons. Donc voilà, donc l'idée c'est peut-être que le rucher n'est pas connu des frelons du secteur. Peut-être que les frelons se sont bien installés pour se nourrir sur un autre rucher qui n'est pas très loin, et que du coup, celui-là, ils ne le connaissent plus parce que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Une fois que les frelons ont trouvé une source de nourriture fiable, ils n'ont absolument aucune raison de changer. D'où des effets de furtivité qui ne peuvent en aucun cas être garantis, parce que les frelons recherchent probablement des sources de nourriture tous les jours, parce que ça peut changer tous les jours, et du coup ils peuvent très bien redécouvrir le rucher demain, ou dans une heure. L'idée étant que si nous on les tacle, si on attrape les éclaireurs, on évitera qu'ils ramènent l'information au rucher. Je vais rester un tout petit peu pour observer. Je vais aller arroser les plantes. J'adore ça, arroser les plantes. C'est beau là, elle est belle Maë. Ah, je suis content de Maë. Et puis je vais rentrer. Allez, petite pause. Je vais chercher l'arrosoir. C'est bon, plantes arrosées. Je me lasse pas de les filmer et de les regarder. Le figuier, les saules, sans doute des saules, qui prennent plein de feuilles. C'est génial. Et je crois que j'ai aperçu un deuxième frelon que j'avais peut-être pas vu tout à l'heure. Ici. Ou alors il s'est fait capturer. Ah bah non, non. Non, voilà des frelons qui viennent d'arriver. Deux frelons qui sont peut-être arrivés en... Ouais, c'est sûr, il n'y en avait pas tout à l'heure. Voilà deux frelons qui sont arrivés probablement en escouade. J'ai remarqué il y a quelques années, au tout début quand je faisais des harpes électriques, je restais longtemps à regarder les frelons arriver. Il n'y en avait pas beaucoup, ils arrivaient par escouade toutes les 20 minutes. C'est très régulier. Toutes les 20 minutes, une escouade arrivait. Donc un premier frelon se présente sur le rucher, on le voit voler, on attend une minute et au bout d'une minute, on voit qu'il y a deux autres frelons qui le rejoignent. Un petit peu comme si ils parcouraient leur territoire ensemble et qu'ils faisaient un petit peu comme au football, les joueurs s'éloignent les uns des autres et ensuite se regroupent un peu comme un effet de respiration. Et je pense qu'ils parcourent comme ça leur territoire et quand il y en a un qui s'arrête, les autres essaient de le retrouver. Ils le retrouvent et ils détectent, ils restent au même endroit. J'imagine quelque chose comme ça pour qu'ils puissent voyager ensemble. Ça expliquerait pourquoi on observe d'abord un frelon arriver et ensuite seulement les deux autres une minute après. Alors là on voit, je l'ai raté, mais on voit que les deux frelons sont dans la boîte de capture, donc c'est magnifique. Et mon cône carré semble fonctionner très bien, donc je pense que je peux faire à peu près n'importe quel cône carré, ça fonctionnera. Donc c'est bien, je vais peut-être me lancer, on va peut-être lancer une fabrication, ça serait sympa. Là il y a André qui me met la pression comme c'est pas possible pour avoir un produit fini. Et lui, il veut un produit plus fini. Alors je lui explique que
Si la tente est conçue comme une plateforme, plus que comme un produit fini, c'est parce que quand on l'a fabriquée, on n'avait pas tous les éléments. Et c'est une sécurité. C'est profond. Si on avait fait des choix il y a 1 an ou il y a 2 ans, des choix définitifs, ça voudrait dire que tous les gens qui ont acheté des tentes il y a 2 ans, ils seraient bons pour les jeter. Et justement, je ne voulais pas ça. Je savais qu'il y avait des incertitudes sur certains points, et donc j'ai fait exprès de faire quelque chose qu'on peut modifier. Donc par exemple, le toit est amovible. C'est André que je vais convaincre de ça, mais bon, aller convaincre André, il y en a qui ont essayé. Hein. C'est ce qu'il veut. Hein. Donc le fait d'avoir un toit amovible, ben là par exemple, c'est qu'on vient on vient de confirmer que le toit double bleu, qui est un petit peu compliqué à installer, n'est pas obligatoire. Résultat, on passe à un toit vert qui est plus simple. Voilà. Et dans la prochaine version, André souhaiterait qu'on ait un produit davantage intégré avec un maillage en tissu déjà cousu. Et c'est sûr qu'il y a plein d'utilisateurs qui aimeraient ça. Certains même prennent l'initiative de coudre le grillage en estimant que ce sera plus fiable, plus stable. Et c'est pas faux non plus. Mais ça comporte des risques, parce que ça veut dire qu'après, c'est pas modifiable, quoi. Ou alors, il faut découper la tente, et franchement, là, ça commence à devenir pas joli. Donc là, on va faire des recherches. Allez, on se lance. Moi, je suis d'accord. Je prends André au mot, on va essayer. Sachant que nos contraintes, c'est que pour le tester, c'est maintenant. Hein. C'est pas en hiver qu'on peut tester. Donc il faut qu'on se dépêche de trouver un tissu grillagé de la bonne taille et léger, qui puisse se plier. Par exemple, si on mettait un grillage en plastique et si on le faisait coudre, on ne peut plus le plier. C'est plus pliable, ça prend un volume de fou. Donc ça, c'est pas possible. Il faut du tissu. Donc je vais m'en occuper. Il faut un tissu qui résiste à l'eau, il faut qu'il résiste au soleil, tout ça. Bon, on va aussi en profiter pour voir si on ne peut pas trouver un tissu blanc qui résiste aux UV. C'est pas le cas pour celui qu'on a. Et en prime, peut-être imperméable. Et en prime, il y a plusieurs personnes qui ont réclamé. Alors vraiment, là on tombe un peu dans les gamineries, mais c'est pas grave, hein, il faut tout gérer. Des personnes qui supportent pas le blanc et qui voudraient une couleur un peu plus naturelle ou type camouflage. Pourquoi pas? On répond à toutes les questions. Donc pourquoi pas? Nous, on a rien contre. Moi, j'ai rien contre. Ça sera certainement pas couleur militaire, par principe, parce qu'on n'aime pas les militaires, mais peut-être des couleurs bariolées, un peu style végétation, sachant que la contrainte qu'on a, c'est qu'il faut que la tente soit claire. Alors, pour les gens qui se lancent dans des modifications hasardeuses du concept, moi je leur conseillerais de réfléchir, de comprendre le fonctionnement de la tente avant de se lancer dans des nouvelles créations qui n'ont aucun sens. C'est vachement important que la tente soit grande, ouverte, lumineuse, pour que les frelons aient envie de rentrer dedans. Si on fait une tente petite, sombre, ça marchera pas. Ça marchera pas et il y aura plus de frelons dehors que dedans. Si l'intérieur de la tente est noir, sombre, si c'est la nuit par rapport à l'extérieur, les frelons ils vont faire comment pour viser les abeilles à l'intérieur? Ils les verront même pas. Donc purée, je sais pas quoi. Moi je passe mon temps à rabâcher les mêmes idées sur les vidéos. Je sais pas, si vous êtes apprenti inventeur, écoutez-les et puis comprenez et essayez d'utiliser les informations qu'on donne. Bon, je pense que Laurent comprendra de quoi je parle. Allez. Donc voilà, hein. Là je meuble, hein, en fait. Je meuble et en même temps je montre qu'il n'y a aucun frelon qui se pointe sur le rucher. Là. Zéro. Il y a eu 2 frelons qui sont pointés pendant que j'arrosais et les 2 se sont fait capturer. Peut-être que le 3e de l'escouade s'est enfui avec une abeille, après tout. Mais bon, je l'ai même pas vu arriver, donc là j'invente un peu. Mais même si c'était le cas, le taux de capture est terrible. Il n'y a qu'un frelon dans la boîte là, ça c'est pas bien. Là je vais aller vérifier avec la pelle. Là. Ouais, c'est pas bien ça c'est pas bien. Si un frelon s'est échappé, c'est pas bien. Pourtant il n'y a pas de...
Il était dans la deuxième boîte et je vois pas de... Il était gros. Là c'est pas bien. Le clapet est plutôt bien. J'aurais dû rester observer un peu plus. Hein. Il n'était pas assez petit pour traverser. Bon, à surveiller. À surveiller. Bon, bah, c'est du détail. Hein. À un moment donné, souvent les débutants avec leur tente, ils s'inquiètent de voir un frelon qui part. C'est pas grave en fait. Un frelon qui capture une abeille, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le moyen terme, c'est tous les jours. Au bout d'un moment, bah, il y a un effet d'assèchement du flux des frelons. Ça n'empêche pas un frelon de temps en temps de capturer une abeille. Ça n'a aucun impact sur la colonie. Les abeilles sont fait manger par les oiseaux, on le voit jamais, mais il paraît que les oiseaux se nourrissent des abeilles sans arrêt tout le temps. On le voit jamais, bien sûr. Quand les abeilles se posent tranquillement sur une fleur bien blanche et eux ils sont bien visibles parce que les abeilles parce qu'elles sont brunes, bah, les oiseaux ça ne va pas être très difficile à capturer. Hein. Donc c'est pas grave de perdre quelques abeilles. Donc là voilà, je continue de meubler et on continue de voir que devant les tentes il n'y a pas de frelon qui s'est présenté et qui passerait d'une ruche à l'autre et qui imposerait une petite pression. Il n'y a rien du tout. Bon, je vais donc y aller et je vais commencer à faire des recherches pour travailler sur la tente 2025 avec quelques pistes intéressantes comme la qualité du tissu, comme le fait d'avoir un toit fixe. Et là c'est quand même, là moi il faudra que je fasse un effort pour le faire parce que je le sens pas trop. J'ai pas trop envie de faire ça en vrai. C'est peut-être trop tôt pour fixer la tente. Voilà. Fixer la forme de la tente, il faudrait plusieurs années d'expérience. C'est un peu trop tôt pour moi. Maintenant, on peut toujours l'étudier, on peut toujours travailler et tester. Bon. On nous a demandé aussi des piquets de tente plus solides. Les nôtres se tordent un petit peu trop facilement. Donc on va aussi demander des piquets de tente plus solides. Allez, je m'en retourne, fin de la vidéo.